Là, tu as 32 ans. Oui. Mais en fait, c'est à 31 ans, en mai 2014, tu as été diagnostiqué autiste. Oui. Comment ça s'est déroulé un peu? Bien, dans le fond, pour faire bref, c'est que j'ai vécu un stress post-traumatique relié à mon travail. Et là, j'ai été hospitalisé en psychiatrie à l'hôpital pendant une semaine. Et pendant mon hospitalisation, c'est mon entourage qui trouvait que je dénotais des signes étranges. J'avais pas, par exemple, de tristesse ou de visuel de quelqu'un qui fait un stress post-traumatique ou qui est en dépression majeure. Et beaucoup de monde ont émis l'hypothèse que peut-être qu'il y aurait de l'autisme, étant donné que soit c'est des parents d'enfants autistes ou que sont impliqués avec des relations de personnes autistes. Fait que par rapport à ça, j'ai émis l'hypothèse de me faire évoluer pour le savoir. Pas tant pour moi, puisque ça ne change rien dans ma vie. Si je l'étais depuis que je suis né et je continuerai à l'être, mais plus pour, les soins médicaux que j'allais recevoir, vu que l'évaluation d'un état mental est faite en connaissance de la personne et l'autisme influence ce point de vue-là, point de vue émotionnel, communication et autres. Et surtout pour mes futurs employeurs qui sachent à quoi s'attendre, puis éviter d'avoir des conflits inutiles par rapport à ça. Là. Fait que j'avais fait la démarche et le test, l'évaluation s'était révélée positive. Oui, mais c'est ça. Tu sais, le problème dans beaucoup de cas, là, c'est l'hypothèse, l'incompréhension. Ouais. Et là, on parle de l'autisme, mais c'est la même chose. S'il y a quelqu'un qui est dans la chaise roulante, puis on n'est pas capable de concevoir que c'est difficile d'atteindre des choses en hauteur. Fait que c'est pour ça qu'on met tout bas. Ben, si tu rentres rentre dans une entreprise et tout est à 3 pieds du sol, ça se peut que la première réaction qu'on ait, c'est « Coudonc, qu'est-ce qui se passe ici? » Mais si tu vois la personne passer en chaise roulante, tu vas dire « Ah, ben oui, elle est en chaise roulante. » Fait qu'elle peut pas aller la chercher, elle a 5 pieds d'eau. Et là, on comprend. Fait qu'on se fait pas d'idée. C'est la même chose pour l'autisme, là. Si on dit au monde, ben il est autiste, fait que ça marche pas, ou ça, pour lui, c'est une contrainte. C'est pour ça qu'on le fait de même. Il n'y en a pas de problème d'habitude, là, parce que je ne crois pas que n'importe quel handicapé ou minorité cherche volontairement à tirer un avantage de sa situation. Là. Non, c'est ça. On ne cherche pas. Bon, il y aura toujours des arnaqueurs, peu importe dans quoi, là, mais la majorité, je pense, qui veulent juste dire ben, je suis capable de contribuer, arrêter de me mettre à côté parce qu'on me dit handicapé. Non, c'est ça, je suis capable de faire ça. C'est ça, laissez-moi le faire. C'est ça, il y a des choses que je peux le faire. C'est ça. Puis, ça s'en vient comme ça. Par exemple, Microsoft a embauché vraiment que des autistes dans son département de développement de je ne sais pas quel procédé, à cause de leurs idées qui sortent de la préconceptualisation. Donc vraiment pour essayer d'innover, pour repenser les produits Microsoft, et c'est juste des autistes. Ah, c'est ça. Il y a des choses que, c'est ça, vous pouvez faire. J'imagine que tu ne deviendras pas un directeur de communication demain matin. Ça serait surprenant. Mais, je veux dire, tu peux contribuer de c'est plein ça. de façons. Chacun a ses forces. Oui, c'est ça. Puis les autistes, en tout cas, à Asperger, il faut surtout comprendre qu'on a une surmotivation, je vais dire ça comme ça, pour la connaissance de certains sujets très spécifiques. Puis, dans le fond, les hauts créatifs, c'est un peu ça l'idée du mouvement. Oui, c'est ça. C'est de dire, bien, l'autisme, là, oui, il y a sa contrainte, mais non, c'est pas la fin du monde. Et c'est surtout, tu as tellement une valeur ajoutée importante comparativement à l'employé traditionnel que ça vaut la peine d'accepter les contraintes. Tu sais, un des créateurs qui est Antoine Ouellette, dans son livre, il fait souvent la comparaison entre les autistes et les neurotypiques. Puis une des phrases qu'il dit, c'est qu'un autiste Asperger, ben, le respect, la ponctualité, la loyauté, l'intégrité sont des valeurs extrêmement importantes. Tandis que chez le neurotypique, des fois, la ponctualité,
Fait qu'il dit, quel employeur qui veut pas d'un employé qui dit toujours monsieur, bonjour, s'il vous plaît, qui arrive toujours à l'heure, qui vous dira toujours ce qu'il pense et de façon pas miroitante, pas, tu sais, vous savez ce qu'il pense, il va vous le dire d'accord, pas d'accord, qui va être là pendant 20 ans. Quel employeur veut pas ça comme employé? Personne, mais il y a très peu d'autistes qui travaillent. Mathieu, tu m'as amené deux nouvelles personnes que tu veux que je rencontre. Tu peux me les présenter. Oui, dans le fond, c'est deux collègues du mouvement au créatif auquel je me suis joint. Dans le fond, il y a Lucilla, qui est une des cofondatrices, et il y a Kenza, qui ont accepté, dans le fond, de venir dialoguer avec nous sur l'autisme. Oui. Mais en fait, on va commencer par peut-être parler de vous, faire votre bio, vous connaître un peu. Lucilla, on va commencer avec vous. Moi, je suis née au Pérou. Je suis péruvienne d'origine. Et j'ai grandi là-bas et je suis arrivée au Canada en 2001. Quand j'étais enfant, j'étais très silencieuse. J'étais un enfant qui ne faisait pas du tout de problème, très sage, comme on disait. Mais surtout, c'était que même si j'avais mon vocabulaire et tout ça, j'avais la difficulté à exprimer de mon intérieur ce que je ressentais. Et alors, je restais tout le temps silencieuse et très calme. Et en arrivant ici, j'étais informaticienne avant, à l'époque, et j'ai appris le français. Ensuite, je suis tombée enceinte. Et c'est l'époque que j'ai découvert la photographie. Et j'ai découvert aussi que c'était un moyen de m'exprimer. Et au fil du temps, c'était en 2004 quand j'ai commencé, j'ai commencé à découvrir c'était quoi ma démarche, c'était quoi que je prenais. J'ai décidé aussi de consacrer et de continuer ma vie professionnellement, de diriger vers l'art. Et je suis maintenant artiste professionnelle. J'ai su que j'étais autiste à l'époque que mon fils avait 12 ans et demi et il refusait son prénom. Il voulait qu'on l'appelle Trembleu. Okay. Il s'appelle Lucas. Et jusqu'à date, je voyais rien de différent. Je disais, il ressemble à moi. Pour moi, c'était bien. Mais quand je suis allée consulter, à cause ça faisait 6 mois qu'il avait décidé de changer son prénom. Okay. Et je suis allée consulter à la pédiatre, elle m'a posé des questions, on m'a fait une référence en psychiatrie et tout ça, ça m'a surpris. Et c'est la première fois qu'on m'a parlé d'une possibilité d'autisme. Et j'étais très surprise parce que j'étais comme beaucoup de monde à l'époque et je pensais qu'une personne autiste ne parlait pas du tout. Et une personne autiste restait isolée, non sais. Ouais, restait dans le coin. Non, mon fils n'est pas comme ça. Mais en faisant des recherches, je me suis reconnue encore plus que mon fils. Et on a reçu la confirmation. Évidemment, je l'ai reçue à l'âge adulte. Et j'ai fait beaucoup de recherches pour me connaître. Ça a été une période de me connaître, de m'accepter. Et c'est comme ça que toute ma démarche s'est dirigée aussi à un engagement pour la neurodiversité. Parce que je vois qu'être autiste, c'est une façon d'être, finalement. Et les mouvements de la neurodiversité qu'on pourrait développer plus ici, ça va justement dans ce sens que chaque personne est une personne unique. Ouais. Et on devrait nous accepter tel qu'on est. De la même façon qu'on s'accepte que chacun est unique dans son image, dans son apparence physique. Oui, c'est ça. Chaque personne est unique de toute façon. C'est ça. De l'intérieur, on est unique aussi. Oh, oui. Alors, voilà, c'est un peu la base de ma démarche et de toutes mes actions. Et puis, vous êtes cofondatrice du mouvement Au Créatif. Oui.
et avec Antoine Ouellet, il est autiste et musicien, mon ami. Et on s'est rencontrés vers la fin 2011 et on a échangé. On s'est rendu compte que nos idées c'était s'accorder et on voulait faire quelque chose de concret pour prendre la parole. Ça nous a pris à peu près un an de rencontres, 2012. On a rencontré des autres personnes autistes aussi pour avoir une autre opinion. Et on a rédigé un manifeste, c'est le manifeste de notre mouvement Hôte Créatif, où on décrit notre mission, nos objectifs et notre vision par rapport à nous. Et par exemple, pour nous, ce n'est pas une maladie, c'est une façon d'être, comme je disais. Et c'est plus positif, regarder, et c'est plus efficace aussi. Regarder du côté positif parce que tous ces mots qui décrivent déficience, handicap, trouble, tout ça ne font que blesser l'estime de soi. Des fois, la personne, quand se fait dire t'es pas bon, va finir par ne pas être bon. Pour croire qu'il n'est pas bon. Mais peut-être qu'il n'est pas comme les autres, mais il y a beaucoup de choses qui pourrait développer. Ah oui, pas comme tout le monde, mais à sa façon. C'est ça. C'est des chemins différents, en fait, pour se ça. rendre à la même place. Mais c'est ça. C'est juste que ça prend un autre chemin. On a notre site web, on s'exprime, on exprime notre opinion. Des fois, on a envoyé des lettres d'opinion et pour prendre position sur une situation. Et on a publié aussi un guide sur la terminologie respectueuse de la personne autiste. Et ce sont des actions et on avance dans notre démarche. Parfait. Et toi, Kenza? Oui. Parce que dans le fond, vous deux, vous l'avez su à l'âge adulte. Oui. Vous étiez autiste, mais toi, tu étais plus jeune, en fait. Oui, j'avais 5 ans quand j'ai eu mon diagnostic, quand mes parents ont eu le diagnostic d'Asperger. Asperger, OK. Oui. Puis maintenant, je crois qu'il n'y a plus Asperger, autisme, je pense que c'est aboli. Là, c'est Ça juste s'appelle trouble du spectre de l'autisme. C'est ça. C'est tout continuum. Avant, pas qu'on séparait, mais il y avait Asperger, autisme, il y avait différents niveaux, en fait. Asperger, c'est quoi, en fait, pour nous expliquer un peu là, les différences autisme, Asperger? Des fois, ça vient mêlant, je sais pas. C'est au niveau du vocabulaire, au niveau du langage. OK. Et aussi au niveau des intérêts, des habiletés sociales. OK. Une personne Asperger peut vraiment être douée. Être douée dans un domaine comme l'art, la musique, les maths, les sciences, la traduction, mais c'est souvent le côté social qui est plus difficile, comment aller vers les autres. Souvent, les personnes Asperger vont être des personnes qui sont très solitaires, qu'ils n'auront pas nécessairement d'amis parce qu'ils ne sauront pas comment aller vers les autres. Okay. Des fois, c'est la peur d'être refusé ou des fois parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est ça. Puis il y a de l'anxiété aussi. Oui, il y a beaucoup d'anxiété. De ce côté-là. Oui. Puis peut-être juste expliquer, tu mets des lunettes fumées. Oui. Mais il y a une raison, là. C'est pas. Voici mon vrai visage. Mais il y a une raison pourquoi tu le mets. Je porte souvent des lunettes soleil parce que mes yeux sont très sensibles aux lumières. Souvent, les lumières agressent mes yeux. Puis les lumières et les flashs, souvent, ça agresse mes yeux. Puis il y a le son aussi. Le son, oui, les bruits. Quand il y a beaucoup de bruit fort, je peux devenir très sensible. Des fois, je peux aller dans des endroits où les bruits sont forts et la lumière est agressante. Admettons, dans un club de soirée. J'irai jamais. Non. Ça doit être terrible. Et j'irai jamais dans un club. Non, c'est ça doit être terrible. Oui. Mais c'est ça, est-ce que c'est typique plus au Asperger? Mais je pense pas que... Ça dépend. Je pense on devrait plutôt voir la personne individuellement, unique. Parce que, par exemple, moi, avant d'être maman, je voulais aller danser dans une discothèque, ça ne dérangeait pas, j'aime beaucoup la musique, danser. Et chaque personne a ses propres caractéristiques. Et je pense à Asperger, autiste, c'est la même chose à peu près. C'est la même chose parce que c'est une continuité. Okay. Avant, on faisait la séparation, mais c'est une continuité. Vraiment. Okay. Puis c'est ça. En fait, je voudrais peut-être commencer à parler du niveau créatif.
Parce que toi, bon, c'est ça, ta compagnie. Oui, je suis artistique. Tu fais quoi? Je crée des bijoux avec une variété de bijoux avec des pierres semi-précieuses. Oui. Puis, vous avez fait de la photo, vous êtes artiste. Je suis artiste en art visuel, je fais la photographie, la peinture numérique. Et j'écris un peu de poésie aussi pour mon... OK. Mais moi, en fait, là, je vais parler au nom de la généralité. je suis les neurotypiques, mais l'image, en fait, c'est beaucoup l'image, en fait, peut-être qu'Hollywood, les films nous remet, c'est souvent... les autistes vont être... on les associe beaucoup aux mathématiques, à la logique, et moins à l'art. On est des fois surpris. Comment, pour vous, c'est quoi l'art, la création? Comment ça se reflète, Kenza? Pourquoi tu as besoin de créer, en fait? Souvent, mais moi, j'aime beaucoup faire des bijoux et écrire aussi. Je suis en train de travailler sur un livre que j'aimerais bien éventuellement qu'il sorte, qui s'appelle « Laissez-moi vous expliquer mon univers Asperger », qui part d'obsessions que j'avais dans le temps. OK. Des idées obsessives que j'avais dans le temps, que j'arrêtais pas de parler. Puis une fois, j'avais une prof à l'école en 2012, une fois, elle arrive devant moi. Parce qu'à l'époque, je parlais de mes obsessions, elle dit « Kenza, j'ai une idée pour toi. Je sais que tu parles souvent de tes obsessions. Ça serait le fun que tu puisses commencer à les écrire. » C'est ça ce que j'ai fait. J'ai tout écrit mes obsessions. Je me suis vidé la tête. Puis aussi, ça part d'obsession. Ça part d'obsession à des expériences de vie que j'ai vécues. OK. Comment me faire des amis, ma famille, des réussites, les relations amoureuses. OK. Bien, c'est le fun, ça. Puis là, tu es dans ce processus d'écriture. Ça fait 3 ans, 3 ans que OK. je travaille sur ce livre. Mais moi, je me dis qu'il faut prendre le temps avant que ce projet soit mis soit présenté. Ouais. Mais d'ici, je travaille tous les dimanches avec une tutrice qui m'aide à corriger, élaborer mes productions écrites pour qu'éventuellement, mon livre puisse sortir. C'est le fun, ça. Puis pour tes bijoux, ça devient d'où ce désir-là? Quand j'étais plus jeune, je voyais souvent ma mère faire des bijoux avec des pierres semi-précieuses. OK. Et cela m'inspirait beaucoup. OK. Puis... c'est à l'âge de 14 ans que j'ai commencé sérieusement à faire des bijoux. OK. Et j'ai eu beaucoup d'encouragement de ma mère, de mes intervenantes et de mes professeurs. C'est le fun, ça. Puis la photo, pour toi, ben, ça représente quoi la création, en fait, l'art? Pour moi, ça fait partie... toutes les autres personnes qui sont autour de moi, l'être humain en général, pour moi, ça a été un mystère. Non? C'est quelque chose à décoder. Et je pense que ma démarche va dans ce sens, non? Dans mon décodage du monde, de l'autre personne, les comportements humains. J'analyse souvent tout ce qui se passe autour de moi, les comportements humains surtout. Ce qui n'a pas de sens pour moi, je me questionne, j'analyse, dans ma tête, je propose des solutions. Et ça va beaucoup dans ce sens. Et je prépare aussi mon 2e livre, que ça va être un livre très artistique, très beau, parce qu'il y a des œuvres d'art que j'ai produit les dernières années. Et ça, c'est, je pense, le fil et la force qui me pousse à créer. Et c'est un besoin de créer. Si ça passe 3 jours sans créer, je commence à sentir qu'il y a quelque chose qui me manque. Qui manque, OK. Oui, c'est ça. Et c'est en photo. J'ai fait la photographie, mais j'ai aussi fait la manipulation de la photo. L'image, des fois, si je la vois trop parfaite, je vais avoir tendance à la déformer, manipuler, parce que dans la réalité, je vois la réalité, ça change souvent. Et ça dépend, la réalité c'est relatif, ça change d'où tu l'observes. Parce que ma réalité, si je vois quelque chose, je vois la porte, tu la vois de ton côté, et c'est pas la même forme qu'on va voir. Ouais. Ça dépend de l'angle, la lumière, tout peut changer. Exactement. Toutes ces choses se rassemblent dans ma production et tout ça a évolué. Quand j'ai commencé la photo, je prenais de tout ce que je voyais beau, tout ce qui attirait mon attention, mais maintenant ça a évolué plus à mes questionnements et à la revendication aussi. Parce que la semaine prochaine, je commence une exposition à la bibliothèque Henri Bourassa, Okay. qui s'appelle La forme à ma façon, et que ça parle de neurodiversité. Et
pour questionner pourquoi ça ne serait pas bon de nous permettre d'être comme on est. Et l'exposition, c'est une collection de photographies de personnes autistes dans la joie, la passion et même la fierté. C'est vraiment très beau, ça va durer le mois d'octobre jusqu'à novembre. Okay. C'est intéressant. Et j'ai des autres projets aussi par rapport à ça. Maintenant, ça se développe. Je pense que j'ai fait mon chemin. Ce n'est pas seulement de prendre quelque chose de beau. Maintenant, ce sont mes questionnements et mes propositions de réflexion. Okay. Parce que c'est ça, je voulais venir aussi sur l'idée de, quand je disais, on n'a pas l'image, en fait, de l'autisme qui est créatif. Dans Mathieu, l'année passée qu'on avait filmé, tu disais qu'au cégep, tu faisais de l'improvisation. Oui. Mais c'est quelque chose que, puis je sais que c'est erroné, mais on a l'image vide que, ils ont de la misère avec l'imaginaire ou les communications, puis le faire de l'improvisation, je trouve ça quand même... mais tu m'expliquais, donc, que c'est ça, c'est notre vision de l'imaginaire qui est peut-être... Oui, c'est ça. Pas clair, comme on en a parlé, dans le fond, c'est pas qu'on a de la misère à imaginer, créer, innover. Au contraire, je pense que c'est assez particulier au monde de l'autisme, étant donné notre vision différente de la réalité. Mais c'est surtout le faire dans des règles ou des contextes qui nous sont imposés. Alors, c'est plus... dans une situation, il arrive telle chose, comment tu réagis? Là, on est plus limité et c'est un peu, je dirais, pour plusieurs raisons, c'est qu'il y a trop de sous-entendus dans les mises en situation qu'on a pour tous les comprendre et avoir une réponse juste, ou vous attendez à plus. Là, c'est la même chose produit présentement quand on parle. Alors, la même question a été posée à Kenza et Lucilla sur leur création et les deux ont développé très différemment. Parce que, comme autiste, du moins moi, on répond à vos questions. Donc, si tu me poses une question oui, non, je te réponds oui, non. Alors, je ne développerai pas. Si tu veux un développement, pose des questions plus loin. Et ça, on doit l'apprendre pour vivre dans la société, que les questions oui-non veulent une réponse toujours plus développée, plus loin. C'est la même chose pour les sous-entendus. Fait que quand François va au restaurant puis il commande une commande puis la serveuse lui offre un mauvais service, qu'est-ce que tu fais? Ben là, on veut savoir c'est quoi la commande, c'est quel restaurant, il est dans quelle ambiance, c'est quoi le bruit. Fait qu'on peut pas donner une réponse simple à ça parce qu'il nous manque trop de barèmes pour donner une réponse qui nous correspond. Mais c'est pas l'imagination notre problème. Au contraire, c'est vraiment plus rentrer dans un cadre qui n'est pas le nôtre. Oui, parce que c'est ça, tu m'avais aussi dit, là, il y avait le projet de l'oiseau, le poème. Oui, Lucilla peut en parler plus. J'ai lancé un projet parce que aussi comme artiste, je me suis questionnée et j'ai fait des expositions depuis longtemps. Et on m'encourage, on me félicite, c'est beau. Mais pour moi, il y a quelque chose que je voudrais amener à créer avec moi des autres personnes. Et il y a quelque temps, il y avait Le Devoir qui avait publié une interview de moi. Il y a un monsieur qui m'a appelé, il m'a dit je vous contacte parce que je sais que vous êtes autiste et artiste. Et je voudrais vous montrer un poème. Et ce poème, il m'a raconté l'histoire du poème qui en 1954 a été créé. Et l'auteur du poème recevait chez lui des autres artistes et leur demandait de dessiner un oiseau pour ce poème. Okay. Le poème s'appelle L'oiseau qui n'existe pas, portrait de l'oiseau qui n'existe pas. Et j'ai beaucoup aimé, et parce que ça serait justement une façon de nous mettre plusieurs personnes autistes ensemble dans la création, et pour montrer que chaque personne va créer d'une façon différente aussi, ça va montrer notre diversité. Et parce que ce n'est pas une compétition, chacun a le droit de créer comme il veut.
il est libre de montrer, ça peut être un poème, ça peut être un dessin, le portrait, ça peut être un texte. En fait, il faut représenter l'oiseau qui n'existe pas, c'est ça? Oui. Donc, on ne sait pas à quoi il ressemble, il faut le créer. Exactement. Et j'ai reçu déjà des poèmes, des dessins, des photographies, et une diversité de façons de créer l'oiseau et de différentes formes. Et c'est vraiment notre richesse. Même si ce ne sont pas des artistes professionnels ou qui ne sont pas des personnes dédiées à l'art, qui sont dans un autre domaine, ils peuvent être inspirés par un poème et faire la création de quelque chose. Non? On parle d'un poème et c'est que le poème t'inspire à créer. Comment tu le vois? Si tu ne te sens pas doué pour dessiner, tu peux écrire le texte. Et c'est vraiment quelque chose de très beau. Et j'espère que je vais avoir la possibilité de faire l'exposition de tout ça parce que c'est vraiment, vraiment très beau. Vous êtes en train de collecter en fait les Oui, j'ai eu des réponses du de monde. Chili parce que j'ai contacté des autres pays. Il y a une fille qui participe des États-Unis et il y a des personnes du Québec aussi, bien sûr, de la France. C'est quelque chose de vraiment très beau. intéressant. Oui. Oui. Puis je pense que quand on parle de création, on devrait surtout parler dans une optique d'innovation beaucoup plus. Parce que c'est pas parce que quand Lucilla faisait de l'informatique ou moi quand dans le domaine des ressources humaines qu'on crée pas. On n'est juste pas relié aux 7 arts reconnus traditionnellement, mais il y a une création qui est faite là. Fait que c'est surtout plus, je pense, de l'innovation qu'on devrait parler. Ou de l'avancement, pour être plus exact. Ouais, c'est bon. Puis, Kenza, toi, quand tu crées tes bijoux, y a-t-il quelque chose à laquelle tu penses? Comment ça fonctionne? Tu dis, je vais mettre telle pierre. Moi, je vais souvent agencer les couleurs s'ils matchent ensemble. Okay. Je vais souvent avancer les couleurs et souvent, je vais m'inspirer d'un bijou que j'ai vu ou d'un vêtement que quelqu'un a porté, puis je vais créer le bijou en lien avec ce que la personne a porté, que ça m'a vraiment attiré. OK. Tu vas vraiment avec les couleurs, mais oui. est-ce que tu l'imagines avant ou c'est vraiment en le faisant? Je ne sais pas comment souvent, ça... je l'imagine ou souvent, je vais m'inspirer sur Pinterest. OK. Tu vas aller fouiller un peu oui. d'autres oui, personnes. Et puis, est-ce que ça devient tout le temps des images? Quand même souvent, quand je vois quelque chose de vraiment élégant, quand je vois quelqu'un porter un vêtement très élégant, puis je mets toujours à penser si elle aurait un bijou à telle couleur qu'elle pourrait porter. Ouais, c'est le fun, ça. Là, on pourrait peut-être parler, tu voulais qu'on parle de l'implication de la vie de tous les jours, en fait. C'est ça. Dans le fond, après le premier documentaire, moi, j'ai eu beaucoup de commentaires de plusieurs personnes qui me demandaient de développer un peu plus l'autisme dans nos vies, nos jours, comment ça nous influence la vie de tous les jours, le fait d'être autiste. Ouais. Et c'est de là, l'idée est venue de contacter mes collègues d'Eau Créatif pour avoir une neurodiversité. Et, mais c'est ça, je pense, les points intéressants selon les commentaires que j'avais pour discuter, ça serait vraiment plus dans le monde du travail, nos relations sociales, ainsi que comme c'est un cas qui est assez non documenté, je veux dire ça comme ça, les autistes par rapport au rôle de parent, qu'on soit parent ou qu'on ne veuille pas être parent. Ça, on en reparlera après. On pourrait commencer peut-être justement à la vie de tous les jours. En fait, de ce que je comprends, peut-être le gros enjeu d'être autiste, c'est peut-être le côté communicationnel, relation sociale. C'est ce que je me trompe? Oui, c'est vrai. Mais souvent, moi, je veux plus avoir de la difficulté avec la communication et les relations sociales et comment interpréter une situation. Mais ça, je vais l'interpréter tout croche. OK. Vous avez de la misère à... C'est ça, c'est... À communiquer. J'ai toujours eu la difficulté d'exprimer verbalement ce que je ressens, jusqu'à date. Et s'il y a une nouvelle situation, ça va me prendre du temps pour analyser et pour structurer mes pensées, mon opinion, qu'est-ce qui s'est passé.
Et quand il s'agit d'un malentendu, par exemple, non? Je vais avoir la réponse le lendemain. Mais j'essaie de contacter la personne le lendemain et dire, bon, hier, il y a quelque chose qui s'est passé et moi, mais j'explique de mon côté qu'est-ce qui s'est passé. Comment j'ai interprété, oui, j'essaie de le faire maintenant. Avant, je restais souvent dans la confusion, je disais rien, je ne savais pas quoi faire. Mais l'expression de mon intérieur, ça reste que c'est difficile, non? De trouver les mots exacts. Et aussi parce que je fais attention, après mon expérience qu'il y a des malentendus, je fais attention à ne pas blesser, à dire une chose que c'est vraiment exacte, qui ne va pas se prêter à confusion. Alors, ça me prend du temps, non? Et pour comprendre l'autre personne aussi, c'est pas facile pour moi. Dans le fond, est-ce que c'est le non-dit qui est plus, je sais pas... Ça aussi. C'est plus pour dur, interpréter les regards ou oui. les silences, des fois. Je suis très sensible à la voix, par exemple. Je sais que la voix change, et il y a une émotion qui a changé, mais je ne suis pas certaine quelle émotion. Si l'autre personne est fâchée, au ton de la voix. Oui. Et par exemple, quand on me fait des ironies, ça me confond parce que l'ironie, la personne peut dire merci et qu'il est fâché. La personne est fâchée. Ah, mais il a dit merci. Dit merci, alors j'ai dit, OK, il me dit merci et ça ne va pas, non? Pourquoi dire merci? Ouais, je comprends. Mais j'avoue que... Et alors, je dois décoder tous les contextes, mais on me dit merci, je ne fais rien, parce que je suis en train de penser pourquoi on me dit merci. Tu sais, moi, j'utilise souvent des 3-4 exemples qui sont parlants pour mon entourage. Le « en tout cas ». En tout cas. Ouais, en tout cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, ça veut dire absolument rien, parce que le mot ne dit rien. Le mot dit rien, c'est vrai. Ou le « ben ouais ». Ben ouais, si oui, si tu non, peut-être. Ou même dans les règles sociales, comment ça va? Moi, je me fais toujours répondre ça va bien. Mais j'ai tellement eu des faces bizarres quand moi je dis que ça va mal. Et là, j'ai toujours la question, dans l'interrogation, pourquoi tu me demandes comment ça va si je peux pas te répondre que ça va mal? J'avoue, c'est comme, mais tu me fais réfléchir, c'est quasiment comment dire, un acquis, peut-être une neurotypique de... On demande ça, non, mais c'est un automatisme, c'est comme dire il fait beau dehors, il fait... Quand on n'a rien à dire, ça va bien, ça va bien toi, ça va bien. Ouais. On ne veut comme pas se parler de... Mais plusieurs parmi nous, on le prend au sérieux, on comprend au pied de la lettre, et les ça va, on va le comprendre au pied de la lettre, non? Et on va essayer d'expliquer. Et si ça va pas, mais qu'on n'a pas la confiance de dire, peut-être qu'on va rien dire, non? Parce que... Mais on n'a pas le temps d'expliquer que ça ne va pas parce que c'est quelque chose de privé. Mais on va le prendre, à chaque fois on va le prendre de cette façon. Okay. C'est souvent. Je ne généralise pas, mais c'est souvent. Je dirais qu'il y aurait une incompréhension. Pourquoi dire quelque chose qui n'est pas ce qu'on veut parler? Ouais. Dans le même ordre d'idée... habituellement, on n'est pas des personnes qui répètent pour dire la même chose. Fait que si la situation ne change pas, j'ai pas besoin de te le dire. Bien ça, tu l'as dit l'année passée, là, quand avec ta copine, de dire je t'aime, mais tu sais, tu disais, j'ai pas besoin de te le dire, ça n'a pas changé depuis dans le fait, je t'aime encore, j'ai pas... Mais ça m'avait marqué, ça. Et c'est vrai que c'est faussé. Par mon entourage le constate. Le constatait que je disais je t'aime d'une façon actée, puis que ça semblait pas émotivement rattaché à quelque chose. C'est ça. Et là, ils savent que c'est parce que je suis autiste. Ben, c'est ça, je t'aime. Quand je t'aimerais plus, je te le dirais. C'est ça, quand les sentiments changent, on va le dire. On va le dire parce qu'on a tendance à vouloir être sincère. Non? Et si ça change, on va dire non, je ne suis pas content avec cette situation, je suis pas... On va le dire, au moins je suis très sincère pour ça. Non? S'il y a quelque chose que je n'aime pas, je vais le dire. Si mes sentiments changent, je vais dire je suis moins intéressée ou quelque chose. Mais je t'aime, oui, c'est un peu la même chose.
je pense que c'est acquis, que OK, on l'a compris. On l'a compris. Mais j'essaie de le montrer par mes actions aussi. Ouais. Par montrer que je pense à cette personne, que je m'intéresse à l'aider à faire quelque chose. Je ne sais pas, que je suis disponible, même si c'est une urgence au milieu de la nuit. Si on m'appelle, c'est une personne que j'aime et qu'on m'appelle, je vais être là. Non, il n'y a pas de limite. Je vais faire vraiment, je suis engagée avec la personne que j'aime. Mais pour moi, c'est le dire à chaque moment. Il y a des personnes qui disent à chaque moment je t'aime et qui ne le ressentent pas. Il y a ça aussi. Ouais. La même chose pour merci, quand ça ne veut pas dire merci. Oui, c'est ça. Sinon, je dirais aussi qu'on a tendance à être très direct. Ouais, c'est vrai. Une des choses, moi, que j'ai découvert en ressources humaines, c'est approcher un employé, un collègue en disant « j'aime pas ça » ou quand il arrive telle situation, ça change quoi? Pour moi, c'est juste un côté d'être hypocrite. Tu sais, j'aime pas quand que tu parles de telle façon par rapport à mon travail. Et... Ouais. T'aimes pas ça, dis-le. Viens pas être têteux, viens pas être hypocrite, viens pas. Fait qu'on a tendance à vraiment être, je veux dire, sec, direct. Et ça, je sais que ça brusque beaucoup de monde. Mais ça, justement, ça fait partie de l'implication. Est-ce que ça arrivait des fois que vous avez dit des choses, je sais pas, Kenza, que... Tu sais, en fait, tu parlais comme au secondaire, de faire des amis quand on est plus jeune, mais en même temps, il y a le côté qu'on dit des affaires secs. Est-ce que ça t'est arrivé? Oui, ça m'arrive des fois, des fois, ça m'arrive très souvent. Comme des fois, je vis un malentendu avec quelqu'un. Puis après ça, lorsque c'est le temps de dire ce qui s'est passé puis qu'est-ce que j'ai pensé que la personne a pensé de moi, ce que je me suis imaginé que la personne a pensé de moi, des fois, je me trompe, c'est faux. Parce que des fois, quand je vais un malentendu, ça va s'accumuler. Ça va grossir. Oui, c'est ça ce qui arrive. Ça va s'accumuler, mais pour pas que ça explose, des fois, ça me prend du temps d'en parler. Puis moi, je suis pas capable d'aller toute seule en parler. Il faut tout le temps que ça me prenne quelqu'un de confiance, comme un intervenant. OK. Ou quelqu'un qui connaît un peu c'est quoi être PSA. Oui, parce que c'est ça. Expliquer à la personne, Kenza est Asperger, la communication et l'interprétation, c'est pas toujours facile pour elle. Elle va interpréter quelque chose tout croche. Puis tout croche. Et moi, des fois, une situation sociale, quand je l'interprète tout croche, des fois, ça peut s'accumuler, puis après ça, pour éviter que ça explose ou que ça explose, faut que je le dise. Parce que si je le dirais pas, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais tellement être anxieuse que ça pourrait exploser. Mais je veux pas que ça rende à ce point-là. Fait que là, en fond, tu travailles là-dessus, là, d'essayer de comprendre. Ça doit pas être tant facile de comprendre, pas les limites, mais de dire, OK, là, faut que ce malentendu-là cesse. Dans le fond, là, tu travailles un peu là-dessus. Mais oui, mais des fois, ça me prend du temps. Ouais. Mais des fois, je vais toujours avoir tort, des fois. Des fois, je vais avoir tort. Sur les relations. La majorité du temps, oui, je vais avoir tort. Mais... avec ce que je pense que les autres ont... Avec ce que je m'imaginais que les autres ont pensé de moi. Mais c'est une question qui me vient comme ça. Est-ce que ça devient, pas fatigant, c'est peut-être pas le bon terme, mais de toujours devoir expliquer que je suis autiste? que votre condition... Des fois, dire que je suis autiste, des fois, j'ai pas toujours les mots, mais ça me prend toujours une personne de confiance comme un intervenant à m'aider. Pour que ça soit bien, que le message soit bien pris, bien clair. C'est ça. Mais est-ce que ça devient fatigant de s'expliquer, des fois, parce que... Non, parce que je ne le vois pas, c'est parce que je suis autiste. Je dis, ma communication est différente que la tienne. Ou j'ai interprété de cette façon, il y a une différence dans l'interprétation de nos paroles. Et je vais préciser plutôt, parce que je suis autiste, c'est très vague. Et on ne peut pas justifier tout ce qui nous arrive de négatif ou de malentendu parce qu'on est autiste. Mais je préfère dire, je comprends pas peut-être de la même façon que toi, ou ma perception n'est pas la même que toi.
Et je pense que ça, c'est naturel parce que pour tout le monde, c'est comme ça. Oui, c'est pas tout le temps facile. Nous, ça nous arrive plus souvent, peut-être. Ouais. Et je suis directe, mais en même temps que je suis directe, je fais attention à ne pas blesser la personne. Je vais être directe et je vais dire les choses très gentiment, respectueusement, et comme je voudrais qu'on le fasse pour moi. Si on me fait, on va me faire une remarque constructive, gentiment et avec du respect, je vais remercier et je vais être contente parce qu'on est en train de m'apporter une autre vision qui va m'aider. Pour moi, c'est très positif. Ouais, en fait, c'est de trouver le bon ton, d'avoir le tact. Oui, dire, c'est ça. Si c'est dans le respect, c'est pour moi, je vais vraiment, sincèrement remercier. Et la même chose quand on me corriger quelque chose, et tu as fait une erreur, je pense que c'est un acte de générosité parce qu'on t'apporte de la connaissance. Ah oui. Pour moi, c'est bien. Mais je sais qu'il y a des autres personnes qui s'offusquent. Il y en a qui ont des caractères... Des rigidités. Rigidités, puis... Qui veulent que ça soit comme qu'ils le veulent. Ouais, c'est ça. Mais ça marche pas toujours comme mais ça. En fait, mais c'est ça, c'est qu'il y a du monde je crois, qui ont des égos, dans le fond, surdimensionnés. Ça, c'est vrai. Et qui n'aiment pas ça, avoir tort. C'est pas juste... Et moi, j'ai appris à rire de moi. Mais d'ailleurs, je ne sais pas que j'ai appris. J'ai ri de moi de façon naturelle. J'ai toujours ri de moi, de mes erreurs, quand je me trompe. Ou j'oublie quelque chose, ça me fait rire. Et quand une autre personne se trompe, ça me fait rire aussi. Mais les gens n'aiment pas trop quand on rit. Quand l'autre personne a fait une erreur. Mais dans le fond, ce qui me fait rire, c'est la situation absurde que l'erreur produit. Ouais. Et des fois, ça m'arrive très souvent de prendre le métro et de passer tout droit à la station parce que je suis très dans mes pensées. Et ça me fait rire des fois, mais je suis consciente de ça, ça me fait rire. Mais des fois, je passe tout droit, je descends à la station suivante et je dis, je devrais prendre le train pour revenir. Mais je prends le train dans la même direction et ça me fait avancer une heure. Parce que je suis vraiment très distraite. Et après, la troisième, c'est l'après, je reviens. Ça me fait rire, pour moi c'est drôle et je suis consciente de ça, pour ça quand j'ai un rendez-vous, j'essaie de sortir une demi-heure en avance, parce que je sais que ça peut arriver. Et si une autre personne fait la même erreur, quelque chose, ça me fait rire, pour moi c'est drôle. Non, mais c'est ça, mais je pense que c'est sain en fait de rire de soi-même. Moi je le fais beaucoup, là, je ris beaucoup de moi-même, mais je pense que c'est sain, puis ça fait du bien en fait de... T'acceptes, c'est ça. On a chacun des défauts, on a chacun des trucs. Puis c'est ça, on est des êtres humains avec nos erreurs, les choses. C'est ça. Il n'y a personne de parfait. Exactement, c'est nous accepter comme on est. Exactement. Oui. Puis toi, est-ce que tu trouves ça lassant d'expliquer tout le temps? C'est pas, je dirais, lassant. Hein? C'est surtout... la compréhension qu'ont l'entourage par rapport à nos explications. Je compare souvent mon état à quelqu'un qui a des contraintes physiques. C'est clair que quelqu'un en chaise roulante n'a pas à expliquer longtemps. Monter des escaliers, c'est compliqué. Moi, leur dire que la communication, on doit être clair, précis, utiliser le bon terme, que certains mots ou des expressions n'ont pas de réalité, n'ont pas de sens. On me regarde en voulant dire souvent, tu veux dire quoi? Et c'est encore pire quand on me demande d'expliquer, ou là je parle par exemple du 2e degré, et que les personnes m'entendent dire des expressions. Et là, on me dit, c'est pas vrai, tu comprends le 2e degré, tu utilises des expressions. Et là, je dois rentrer dans le détail que les expressions que j'utilise ont un fondement, par exemple, historique. Fait que, ils vendent à écorner des bœufs, c'est parce qu'on coupe les cornes des bœufs quand ils vendent beaucoup, vu que ça aide la cicatrisation. Péter le feu pour dire qu'on est productif, là, comment tu peux péter ou être en feu puis être en même temps productif? Il y a comme quelque chose qui logiquement ne fonctionne pas. Alors, et là, c'est encore plus vague pour le monde qui me regarde puis qui font « Ah, il y a une différence pour toi. Oui, il y en a une et elle est importante. » Dans le même sens, la question pour moi souvent qui tue qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que je ressens? J'en ai des sentiments, on en a tous, mais souvent on n'a pas le dégradé.
Et beaucoup de non-autistes ont environ 30 sentiments différents qu'ils peuvent exprimer. Moi, j'en ai 4. Fait que quand t'es pas dans la joie, la colère, la peur, la tristesse, mais dans les états entre, ça va bien. Et c'est là que ça marche plus dans le même ordre d'idée. Tout comprendre les règles de groupe. À la cafétéria, quand est-ce que tu peux aller t'asseoir avec quelqu'un, quand est-ce que tu peux pas, quand est-ce que tu peux rentrer dans leur discussion à eux quand tu es assis à la même table, quand est-ce qu'ils veulent avoir ton opinion, quand ils veulent pas l'avoir. Hey, vous en avez à dans... ce sujet, comme quand des fois je veux parler à quelqu'un, des fois, moi, quand je veux parler à quelqu'un, il faut toujours qu'il y ait un temps structuré. OK. Il faut qu'il y ait un temps structuré, comme quand il y a quelqu'un qui m'intéresse ou que j'ai le goût de parler. Des fois, il faut qu'il y ait un temps structuré, comme je me mets à dire, je peux parler tu peux parler tel temps de tel sujet. OK. Il faut toujours que je fasse souvent une liste de sujets. OK. À quoi parler, ne quoi pas parler à quelqu'un. Oui, j'ai le droit de parler, non, je n'ai pas le droit de parler. OK. Parce que c'est de comprendre, en fait, quand, justement, quand on dit, mettons, Souvent. On est en groupe, puis on dit, ben là, est-ce que je peux prendre ma place ou Souvent, oui. rentrer dans la conversation? Souvent, je vais être comme ça, souvent. OK. Oui, mais ça va plus loin que ça, je pense. Moi, j'ai des idées aussi. Il y a certaines personnes, là, parler de religion, de politique, on oublie ça, ça va être la guerre. Ça, c'est pas des sujets à parler. Ça, c'est des sujets que je suis pas à l'aise d'aborder, que je suis pas confortable. Des aborder, d'en entendre parler, je suis très mal à l'aise. Ouais, ben ça, c'est des sujets... Tabou. Puis dans le temps, quand il y avait les Nordiques à Québec, là, puis les Canadiens de Montréal, ça... Il y a du monde qui se criait après dans les mêmes familles. Là. Il y a des sujets qui sont plus compliqués que d'autres. C'est ça. Mais j'aime beaucoup écouter les autres opinions. J'aime beaucoup parce que ça va me faire apprendre. Même si c'est contraire à moi, ça va m'ouvrir ma pensée. Peut-être que je pourrais extraire quelque chose pour moi. Mais c'est aussi, c'est quoi qu'il y a de choquant, d'agressant, de parler... Canadien nordique, on parle de hockey, tu sais, la politique, la religion, là, avec le niqab qui prend toute la place. Ouais, là, ça, c'est un autre... Souvent, quand tu es autiste ou Asperger, des fois, il faut toujours que tu te remettes en question. Est-ce que c'est adéquat si je parle de ça? C'est pas adéquat? Est-ce que c'est oui ou non? Il faut toujours, quand tu es autiste au niveau social, il faut toujours que tu te remettes en question. C'est plus long, là, tu sais, c'est Mais, comme... Mais cette remise en question, je pense que ça vient du fait que plusieurs parmi nous se sont fait dire depuis l'enfance que c'est pas correct. Ouais. Alors, de quoi tu te mêles? Oui, on grandit dans l'insécurité si on a le droit, on n'a pas le droit. Ouais. Parce que sinon, je pense qu'on ne se demanderait pas ça. Parce non, ça sortirait naturel. Et aussi, comment on accueille les différents points d'opinion, parce que j'ai aucun problème de, je ne sais pas, disons que je vais voter par les partis multicolores et l'autre va voter par les partis noirs, je ne sais pas quelle couleur donner. Et si on échange, je suis d'accord, tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ouais. Et c'est comme ça. Et j'aime beaucoup ça aussi parce que ça nous fait apprendre. Tu n'es pas obligé, je ne suis pas dans le but de te convaincre. Tu n'es pas obligé à penser comme moi après notre conversation. Et moi non plus, je ne me sens pas obligée à penser comme toi. Mais c'est intéressant. Pour moi, c'est intéressant d'écouter toutes les opinions. Mais je trouve ça intéressant, tu disais, dans le fond, c'est quasiment les neurotypiques qu'on vous met des barèmes de dire, ben là, faut que vous réfléchissiez avant de parler de ça, parce que sinon, ça, vous sortiriez peut-être sans filtre des choses. Ça, c'est vrai. C'est ça. Mais nous, on vous dit, ah non, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est peut-être nous le problème, en fait. Là. C'est peut-être ça. Peut-être nous autres qui est correct là-dedans. Mais je pense que beaucoup de... Moi, je ne suis pas une personne anxieuse. Et je pense que, selon ma théorie personnelle, il y aurait un bon pourcentage de personnes autistes qui font l'anxiété à cause de ces expériences, on a été, on se fait des remarques de façon violente des fois,
et qui se sont sentis humiliés et à cause, j'ai fait le ridicule à cause qu'on dit non, c'est pas bien, ou tu vas en punition parce que c'est pas bien. Okay. Je pense qu'il y aurait de l'anxiété aussi de ça. C'est souvent ça qui arrive souvent. Des fois, à l'école, les interventions, des fois, sont pas très adéquates. Des fois, souvent, les personnes autistes vont être post-traumatisées d'une intervention qui a été faite. Okay. Des fois, on va se remettre en situation. On se retrouve dans une même situation. Une situation semblable à ce qu'on a vécu. Puis là, ça nous crée plus d'anxiété parce qu'on a peur que ça se reproduise. Puis des fois, il faut se remettre en question avec des fiches visuelles. Avec des fiches... Moi, quand je suis vraiment anxieuse, j'ai toujours besoin qu'on me fasse une fiche visuelle. Parce que souvent, je vais me mettre à répéter les questions. Est-ce que ça va arriver? Ça va-tu arriver? Okay. Est-ce que telle chose va arriver? C'est ça, dans le stress de il faut se conformer après ça, au contexte social. C'est vrai, oui, il faut toujours se conformer au contexte social. Ouais. Mais ça dépend de la personne. Moi, j'ai décidé d'assumer la personne que je suis. Je me montre telle que je suis. Et j'ai découvert que quand on fait ça, les autres personnes terminent pour nous accepter comme de la façon qu'on est. Moi, je suis toujours quelqu'un qui va s'en faire aussi comme... C'est adéquat ce que je fais, c'est adéquat ce que je vais dire, c'est adéquat comment que je vais agir. Mais... Moi, je vais toujours me remettre en question sur qu'est-ce que les autres vont penser de comment je suis, de qu'est-ce que je vais faire. Mais il faut souvent que j'arrête de m'en faire, mais souvent, je m'en fais trop. Je pense que c'est ça le pays. Quand t'es Asperger, oui, parce que c'est toujours fait. Souvent, des fois, parce que le monde voyait que t'étais différent, ils se sont toujours fait voir que tu étais inférieur, mais c'est pas le cas. Mais quand tu t'es fait voir inférieur une grosse partie de ta vie, ça va rester marqué en toi. Ouais, que tu t'es voir que tu étais inférieur comme toute ta vie. C'est pas nécessairement facile. Je veux dire, ça peut arriver aussi à des neurotypiques, je veux dire, des non-autistes. Oui, moi, des fois, je veux dire, des adultes qui vont se faire... il y a l'intimidation à l'école, puis ils n'ont pas nécessairement des troubles, mais c'est juste des fois parce que leur famille a moins d'argent, il n'y a pas du linge à la mode, là, ils se font mettre de côté, puis ça va rester... Je pense que c'est tout un travail à faire avec soi-même, parce que moi aussi, j'étais dans la période de l'insécurité et de qu'est-ce qu'on pense de moi. Mais quand on arrive à s'accepter et dire il n'y a rien de mauvais dans ma façon d'être, au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup de choses que si tout le monde adoptait, ça serait bien et on nous comprendrait mieux. Et quand on dit, OK, je me montre tel que je suis et celui qui m'accepte, bien, et sinon, tant pis. Puis, sans justifier d'aucune façon l'intimidation, tu donnais l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui n'est pas à mode. L'acte a une justification pour l'intimidateur. Tu n'es pas à mode, donc je te dénigre. Comme autiste, le dénigrement n'est pas compris. Il n'y a pas une raison en arrière. Puis, un gros problème, c'est qu'on a tendance à être trop, je dirais, intègre. Trop transparent. Ce qu'on dit, ce qu'on fait, c'est ça. Il n'y a pas un sous-entendu en arrière. Ouais. Tandis que, bien souvent, on s'en pose la question, c'est quoi qu'ils ont voulu dire, c'est quoi qu'ils ont voulu faire? Parce qu'on le sait qu'il y a l'approche, c'est qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu le fais? C'est quoi ta vraie idée? C'est quoi? Tu sais, moi, les situations les plus conflictuelles, là, c'est quand je rentre en quelque part et là que je fais rien. Ou que j'arrive et qu'il n'y a pas de bonjour, de allô. Tu sais, je me souviens quand j'étais jeune, je rentrais dans un magasin de couture parce que je faisais des déguisements. J'allais voir la propriétaire. T'as-tu telle affaire? Et à toutes les fois, mon père, hey, on fait pas ça! Mais là, je suis dans un magasin de couture, j'ai demandé du tissu. Tu vois, je fais quoi ici? Des fois, je suis désolée si je vous interromps, mais des fois, moi, la gêne me bloque assez souvent. OK. Ouais. Des fois, la gêne, oui, ça me bloque assez souvent. Je ne vais pas être capable, des fois, de parler. Quand je suis trop gênée, de parler convenablement à quelqu'un. Je vais être un peu trop douce, je vais être un peu trop tough, mais je vais pas avoir de tact.
OK, c'est ça. C'est ça, on n'est pas de manière. C'est pas parce que je veux... Mais c'est pas parce que... Non, c'est pas par méchanceté. C'est pas par méchanceté, parce que, oui, je suis Asperger et des fois, tout ce qui est social, des fois, ça me fait bloquer. Ma gêne me bloque. Souvent, des fois, la gêne est très bloquée en moi. Comme, des fois, moi, je vais pas toujours... Des fois, quand je vais dans des groupes de personnes, je vais pas aller parler à tout le monde parce que je suis pas toujours à l'aise. Des fois, je vais comme être plus... En retrait. Je vais plus être avec ceux dont je connais, dont j'ai plus, donc je suis plus à l'aise, donc ils savent que j'ai une condition Asperger. Ce qui explique ça à plusieurs personnes. Faire le même message à plusieurs personnes, c'est sûr, c'est fatigant. C'est ça. Mais comme si une ou deux personnes savent que je suis Asperger, tant mieux. Parce que dans le fond, c'est ça, ce que je disais, quand c'est lassant, c'est en plus, c'est peut-être plus la répétition de le dire tout le temps, c'est peut-être... Ça, c'est vrai, comme dire, souvent, à répétition que je suis Asperger, des fois, ça peut être fait... Des fois, ça peut demander beaucoup d'énergie, mais... Puis dans ton cas, d'expliquer aussi, là, comme tu disais, les lumières, le bruit, tu sais, des fois, tu vas arriver dans un environnement qui fonctionnera pas avec toi, mais fois, là, il faut l'expliquer. Quand tout le monde va parler en même temps, puis des fois, c'est à mon tour de parler, c'est sûr, je vais dire « Silence! » Mais c'est pas par impolitesse, mais ça m'est arrivé de dire silence. Mais des fois, quand je me mets à parler, des fois, quand c'est à mon tour de parler, puis des fois, ça parle trop, des fois, je peux être impatiente, mais après ça, je vais dire, je m'excuse, j'ai été impatiente, mais si je me suis racontée, parce que je suis Asperger, puis quand ça parle trop en même temps, ça me stresse, ça m'a angoissée. Et je trouve ça génial. J'aimerais ça pouvoir faire ça. Des fois, dire arrêtez, c'est n'importe quoi ce qui se passe, je veux parler. Des fois, comme quand je vais faire des présentations, puis ça parle, tout le monde parle en même temps, comme à l'école, admettons, des oraux. Des fois, je vais commencer à dire silence. Ça m'est déjà arrivé une couple de fois de faire ça. Ouais. Mais j'ai pas été pénalisée. Non. Les profs, on a pris le temps d'écouter, alors les profs prenez le temps de nous écouter. Les profs, ils me pénalisaient pas. Ils savaient que j'étais Asperger. En tant qu'Asperger, les bruits étaient plus difficiles à gérer